Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. Tout de suite, les titres. À la une, grand meeting de Laurent Gbagbo ce samedi à Yopougon. Devant des milliers de personnes, l'ancien président ivoirien a milité contre un 4e mandat d'Alassane Ouattara et pour sa réintégration dans la liste électorale. On fait le point en début d'édition. Au Sénégal, plusieurs quartiers de Dakar ont été envahis par les eaux. Des fortes pluies se sont abattues sur la capitale sénégalaise ces derniers jours. Des dégâts matériels sont à déplorer. La correspondance à Dakar. Enfin, on fera un point sur les résultats du jour du CHAN parmi les pays hôtes de la compétition. Le Kenya, au fil de la compétition, l'équipe nationale, les Harambee, ont suscité la sympathie et l'engouement des Kenyans grâce à des résultats surprenants. Le reportage en fin d'édition. Et on ouvre ce journal en Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo était en meeting ce samedi à Yopougon. L'ancien président a annoncé la couleur. Il veut être candidat à la prochaine présidentielle malgré son absence de la liste électorale en raison de condamnations judiciaires. Il a également appelé ses partisans à s'opposer à un 4e mandat du président sortant Alassane Ouattara. La correspondance à Abidjan de Makamara et Damien Kofi. Objectif plutôt atteint selon les organisateurs de cette tournée dans le district d'Abidjan, baptisé Kokoko en langue locale, une expression qui signifie demander la permission d'accéder à un lieu. Cette tournée initiée en janvier par le PPACI de Laurent Gbagbo dans la commune d'Adjamé s'est achevée dans la commune de Yopougon. Lors de sa prise de parole, Laurent Gbagbo a d'abord invité ses militants à éviter tout discours à caractère xénophobe. Il a rappelé que lorsqu'il avait été emprisonné en 2011, il avait bénéficié du soutien de certains pays de la sous-région et que plusieurs de ses proches et sympathisants avaient trouvé refuge à l'étranger. Pendant environ 40 minutes, Laurent Gbagbo échangeait avec ses militants. Il n'a pas insisté sur le bilan du président Alassane Ouattara. Selon lui, Ouattara a accompli sa mission, mais il est désormais temps de tourner la page. Le cœur de son message est resté clair. Pas de 4e mandat pour Alassane Ouattara. Je suis venu ici pour dire que je suis candidat. Que je suis candidat pour le 4e mandat. Selon certaines sources diplomatiques, une amnistie pourrait intervenir après la présidentielle. Laurent Gbagbo lui reste déterminé à participer à la présidentielle d'octobre prochain, malgré son éligibilité en raison d'une condamnation pénale. Allez, direction la République du Congo qui a célébré vendredi 15 août le 65e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le président Denis Sassou Nguesso s'est adressé à la nation. Une allocution marquée par un appel à l'unité, à la paix, mais aussi au panafricanisme. Un discours qui n'a visiblement pas convaincu l'opposition. Les explications de Vivas Mabwana. 65 ans après l'accession du Congo à la souveraineté internationale, Denis Sassou Nguesso a placé son discours sous le signe de la vigilance et de la mobilisation. Dans son message à la nation, il alerte sur les menaces que représentent les tensions internationales et la crise économique pour la paix, tout en appelant à une conscience collective et à la jeunesse pour porter le flambeau du panafricanisme et bâtir une Afrique unie. J'appelle notre peuple à une mobilisation plus accrue, à une vigilance sans faille, et au renforcement de notre capacité de résilience. Nous ne devons pas considérer les difficultés que nous rencontrons comme une fatalité. L'opposition de son côté reste critique. Selon elle, le discours ne répond pas aux attentes immédiates des Congolais, confrontés à la flambée du coût de la vie et au chômage. Nous avons la cherté de la vie. Nous avons une inflation galopante. Donc son discours ne rime pas avec la réalité de notre pays. Nous pensons que le président est déconnecté de la réalité de notre pays. Il faudrait, comme nous le disons souvent, que le président arrive à comprendre qu'aujourd'hui, notre pays, notre peuple, notre jeunesse a besoin d'autre chose. Et cette chose s'appelle le changement. À 7 mois de l'élection présidentielle prévue en mars 2026, Denis Sassou Nguesso ne s'est pas exprimé sur une volonté de se représenter pour un nouveau mandat. Autre titre de ce journal, plusieurs quartiers de Dakar sous l'eau. La capitale sénégalaise a été frappée par d'importantes pluies ce vendredi, plongeant un bon nombre de ses habitants dans des inondations. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Les autorités ont dû déployer les gros moyens pour évacuer l'eau. La correspondance à Dakar d'Elimandao.
C'est près de 80 mm de pluie qui se sont abattus ce vendredi dans plusieurs communes de la capitale sénégalaise, plongeant bon nombre de ces quartiers sous les eaux. C'est le cas notamment des communes de Yoff, Grand Yoff ou encore les Parcelles Assainies, qui semblent avoir été la commune la plus touchée par ces inondations, avec des eaux qui ont envahi certaines maisons et causé des dégâts d'ordre matériel. Les pouvoirs publics, il faut le dire, se sont plutôt rapidement déployés sur le terrain pour apporter des solutions ponctuelles. C'est le cas des maires des Parcelles Assainies ou encore de Yoff. Le centre de santé Philippe Maguilène Senghor, qui a été envahi par les eaux, a par exemple rapidement pu être évacué à l'aide de machines de pompage. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu sur le terrain pour apporter des solutions d'urgence. Cheikh Tidiane Dièye qui annonce des plans directeurs pour apporter des solutions à ce problème. Le constat ce samedi est que l'eau a pu être évacuée dans bon nombre de quartiers qui ont été inondés, mais les Dakarois continuent de réclamer des solutions structurelles face à ce problème devenu récurrent dans la capitale sénégalaise, mais aussi dans d'autres grandes villes du pays comme à Touba, et ce malgré d'importants investissements consentis par le gouvernement ces dernières décennies. L'Algérie meurtrie par un tragique accident de la route dans la nuit de vendredi à samedi. Un bus en direction d'Alger a chuté dans l'Oued Al Arache, une rivière. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de cet accident qui a coûté la vie à 18 personnes et blessé 25 autres, dont 3 graves. Le récit de Clémence Valère. À la recherche des victimes, ces secouristes algériens fouillent la rivière El Harache. Selon les médias locaux, vendredi après-midi vers 17h45, un bus aurait fait une embardée avant de tomber d'un pont reliant la région El Mohamedia à El Hama. Cependant, les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues, mais une enquête a été ouverte. Plusieurs équipes de secours ont été mobilisées pour mener les opérations de sauvetage, 25 ambulances, 16 plongeurs et 4 embarcations pneumatiques. Les blessés ont été soignés sur place et rapidement transférés à l'hôpital Salim Zemirli. Les corps ont été pris en charge par la police qui procède toujours à leur identification et les a transportés vers différents hôpitaux d'Alger. En marge des opérations de sauvetage, le ministre des Transports, Saïd Saïoud, s'est rendu sur les lieux du drame. Si certains ont pointé du doigt la vétusté des transports publics, le ministre a mis en cause les excès de vitesse des véhicules. 90% des accidents de la route en Algérie sont dus à des excès de vitesse. Le renouvellement du parc de bus est d'actualité. Plus de 84 000 bus doivent être renouvelés par étapes dans les prochains mois. Suite à la tragédie, les autorités algériennes ont décidé de retirer l'ensemble des bus dont la durée de service dépasse 30 ans. Le président Abdelmajid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a également décrété une journée de deuil national avec la mise en berne du drapeau. Selon le ministre de l'Intérieur, une aide d'1 million de dinars sera distribuée aux familles des victimes. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont bombardé samedi la ville d'El Fasher, la capitale du Darfour du Nord, qu'ils assiègent depuis mai 2024. Le bilan est d'au moins 17 morts, tous civils, et 25 blessés. Près de 300 000 personnes sont prises au piège des combats dans la capitale du Darfour du Nord, selon le PAM. La guerre au Soudan a provoqué la plus grande crise alimentaire au monde. Près de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population, sont confrontées à la famine. On passe aux résultats du jour du CHAN, championnat d'Afrique des nations de football. 2 matchs étaient au programme dans le groupe C. La République centrafricaine et la Tanzanie se sont quittés sur un score nul et vierge 0-0. Le Burkina Faso s'est incliné 2-1 contre Madagascar. La Tanzanie termine en tête de ce groupe. On reste au CHAN, la compétition est co-organisée par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, mais les matchs des Harambee Stars, le surnom de l'équipe nationale kenyane, n'ont jamais vraiment passionné. Surtout réputés pour leur défaite à répétition, les joueurs n'ont jamais eu de réelles occasions de briller, mais le CHAN, organisé en partie à Nairobi, a permis de révéler l'équipe. Au Kenya, plus personne ne veut rater un match. Regardez ce reportage de Bastien Renouille. Jour d'entraînement pour ces jeunes Kenyans. Les exploits des Harambee Stars, l'équipe nationale, inspirent les plus jeunes. Best keeper au monde. Au monde. Le joueur a permis à son équipe de l'emporter contre le Maroc, vainqueur de 2 éditions du championnat. Avant, les gens ne s'intéressaient pas vraiment à l'équipe. Mais maintenant, ils ont compris l'importance du football. Ils regardent les matchs. Les jeunes apprennent le jeu. Je les vois faire plus d'efforts. Une passion qui s'affiche désormais jusque dans la rue. Dans la boutique officielle des Harambee Stars, les Kenyans s'arrachent les maillots. Et pour que tout le monde en profite, le prix est fixé à 10 €.
Depuis le début du Chan, nous avons beaucoup de clients qui viennent acheter les maillots. Beaucoup de clients. On est content. C'est dur à gérer, mais on s'en sort. Les jours de match, le stade de Kasarani où joue l'équipe est pris d'assaut. Les tickets se vendent en quelques heures et certains déçus forcent les grilles pour pouvoir assister aux rencontres malgré tout. Alors à Nairobi, des fan zones viennent de voir le jour pour permettre à ceux qui n'ont pas de billets de suivre les matchs gratuitement. Une première. Beaucoup de gens vont venir, c'est gratuit. Vous venez voir le match, soutenir le Kenya, pour vous amuser et ensuite vous rentrez à la maison. Je m'attends à voir beaucoup de monde. Ce dimanche, le Kenya affrontera la Zambie, mais l'équipe est déjà qualifiée en quart de finale. La fête se prolongera au moins encore une semaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.